jeunes, travaillons ensemble et rejoignons le mouvement pour construire l'Afrique de nos rêves. C'est sur cette exhortation que nous vous disons bonjour. Soyez les bienvenus à vous tous qui nous suivez, à vous tous qui êtes avec nous dans le cadre de cette édition 2021 du camp des programmes de leadership africain. Nous sommes réunis en cette troisième journée et la matinée nous engage sur une thématique très importante, le leadership politique des jeunes en Afrique. Et pour débattre de cette thématique, nous sommes allés chercher les meilleurs. Nous sommes allés chercher des hommes de terrain et des hommes d'action. L'occasion pour nous, en tout cas, en ouverture, de saluer nos frères et sœurs, hommes et femmes politiques qui, à travers le continent, se battent chaque jour pour porter les voix de la population, pour porter surtout les voix des jeunes et faire en sorte que nos doléances, nos différentes exigences et nos supplications puissent se faire entendre par qui de droit. Nous sommes à cette matinée avec des différentes personnalités et cet atelier sera conduit sous la houlette de M. Alpha Badji, que je vais saluer ici. Monsieur Alpha, bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien, bonjour, Monsieur Alpha Badji. Vous serez le modérateur de cette session qui est tant attendue. Nous avons déjà deux intervenants qui sont parmi nous, à savoir l'honorable Djemeni Benilt et Monsieur Francis Edgar Sima, qui nous rejoint depuis le Gabon. Et donc, l'opportunité pour nous de vous transmettre les rênes pour la conduite de cet atelier avec les deux premiers intervenants, tout en notifiant que nous vous tiendrons informés des autres qui nous rejoindront par le chat. Bonne suite d'atelier et nous souhaitons passer un excellent moment sous votre conduite. Monsieur Alpha, nous sommes à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà remercier sincèrement l'opportunité qui nous a été donnée de s'adresser à l'Afrique parce que je crois qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans en arrière, ce sont des perspectives qui sont assez difficiles à envisager. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être en contact avec toute l'Afrique et nous adresser au cœur de l'Afrique. Nous savons tous que l'Afrique est composée essentiellement des jeunes. Plus de 80% de sa population est jeune. Et nous croyons qu'en utilisant ces outils que nous avons sous la main, la nouvelle technologie, nous sommes capables de nous adresser au cœur de l'Afrique et amorcer un changement visible et durable de nos différentes communautés. J'aimerais déjà dire un grand merci aux promoteurs et tous ceux qui ont eu à travailler d'arrache-pied pour nous permettre d'être là à cette deuxième édition de CIPLA, mais également à tous les panélistes qui ont bien voulu mettre leur temps de côté pour venir nous entretenir sur cette thématique qui est assez importante. Nous parlerons de la thématique liée au leadership des jeunes dans le domaine de la politique en Afrique. Nous ne savons pas toujours comment ces questions sont abordées dans les différentes communautés africaines, mais chacun de nous a une expérience à partager avec les jeunes Africains qui sont des milliers et des milliers à être connectés en ce moment. Nous sommes en compagnie de M. Edgar Francis. Monsieur Edgar Francis est un, permettez-moi que je retrouve mes notes, il est un professionnel, un stratège, il est quelqu'un qui est tellement engagé dans le domaine de la transformation sociale en Afrique, dans la transformation politique et dans toutes les questions qui touchent à l'économie, aux finances, à la communication politique. En ce moment, il est un géopolitologue, géostratège et analyste politique, en plus d'être consultant international. Nous avons quand même le plaisir de l'accueillir avec nous. Il va s'entretenir avec nous sur un pan de cette problématique que nous sommes en train de vouloir aborder. Nous tenons aussi à souligner qu'il est un ancien conseiller politique d'un vice-premier ministre gabonais. Il est homme de l'ombre, mais heureusement, aujourd'hui, nous avons la lumière sur lui et il va nous faire profiter de la lueur d'espoir qu'il a pour l'Afrique. Et le deuxième panéliste qui est là, je n'arrive pas à le retrouver. Excusez-moi, mais je vais continuer. J'ai également ceux qui vont nous retrouver, peut-être nous prendre en cours de chemin. Nous avons l'honorable M. Guéry Tama, qui est député à l'Assemblée nationale togolaise. Il est également président du parti politique NET. Il est le directeur de Société Jaguar Society.
la case verte et Maison des paysans. Donc, c'est un homme qui s'y connaît sur le plan politique, mais également sur le plan économique et qui est en phase avec la jeunesse africaine sur toutes les problématiques qui mènent la jeunesse. Il est un leader incontesté, mais également écrivain de renom, dont il est l'auteur de plusieurs écrits, notamment aux éditions L'Harmattan. Nous avons également l'honorable Njemeni Benilde, qui nous vient également du Cameroun. Il est député à l'Assemblée nationale camerounaise. Il est membre de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Il est consultant en droit des assurances et maritimes. Il est également président du réseau parlementaire Assurance et Banque au Cameroun. C'est un monsieur qui est fortement ancré dans les problématiques des finances, dans les problématiques de tout ce qui touche à la banque, mais également aux assurances. Il aura l'occasion de partager avec nous son expérience en tant que parlementaire et quelles sont les principales motivations qui l'ont amené à vouloir représenter le peuple camerounais à l'Assemblée nationale. Nous avons également Madame Mariama Dalanda Diallo, qui est un diplômé en sciences politiques et relations internationales. Elle est également entrepreneure, gérante de l'entreprise Bilinda Sarr. Elle est femme politique et présidente du Bureau national des femmes du modèle. Elle est également une alumnée de Young African Leaders Initiative. Elle aura la lourde responsabilité de porter la voix féminine et de mettre l'emphase sur le rôle, la responsabilité et l'engagement des femmes dans le domaine politique en Afrique. Donc, ainsi brièvement présenter nos panélistes qui prendront la parole à tour de rôle pour pouvoir nous livrer le contenu de ce qu'ils ont eu à préparer pour nous. Moi, je suis Alpha Badje, comme le modérateur de CIPLA l'a précisé. Je suis tchadien, je suis un expert comptable, mais également intéressé par toutes les thématiques qui touchent à la vie politique de la jeunesse africaine. Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est assez important parce que nous avons eu pendant longtemps l'écho de nos aînés qui ont eu à militer et à travailler pour la transformation de l'Afrique, pour l'indépendance de l'Afrique. En ce moment, les rênes nous ont été transmis. Nous devons être capables de soulever la tête. Nous devons être capables d'identifier les combats, les luttes dans lesquelles nous devons nous engager pour permettre d'annoncer une seconde phase de la transformation de l'Afrique. Et aujourd'hui, je vais donner la parole à M. Edgar Francis, qui aura la possibilité de nous dire quelle sera sa perception du leadership des jeunes dans le domaine de la politique en Afrique et précisément nous parler du témoignage de son pays, comment les jeunes sont engagés dans cette dynamique et quelles sont peut-être les opportunités que nous devons saisir tous ensemble en tant que jeunesse africaine pour faire face à nos défis communs. Monsieur Edgar Francis, vous avez 10 minutes de parole pour nous livrer le contenu de votre exposé. Bonjour à tous. C'est un véritable privilège pour moi de participer à cet atelier de formation qui porte sur le thème leadership politique de la jeunesse africaine. Déjà d'entrée de jeu, il faut dire que le contexte politique international oblige l'intelligentsia africaine, la gouvernance africaine, mais également l'ensemble de nos dirigeants à changer de paradigme, notamment avec la prise en compte de la participation de la jeunesse et des femmes, parce que également il faut introduire l'approche genre dans notre exposé pour dire qu'aujourd'hui les jeunes doivent impérativement s'impliquer dans la vie
politique de nos différents États. Pourquoi les jeunes doivent-ils s'engager? C'est cela ma première question. L'une des raisons évoquées pour certains spécialistes, pour certains observateurs de la vie politique et même pour certaines ONG, l'une des raisons évoquées naît d'une forte motivation de se sentir utile pour la société et agir pour les autres dans son environnement, dans sa province, dans sa collectivité et même pour son pays. Ne pas être passif, dynamiser le quartier ou l'arrondissement, améliorer le vivre ensemble, montrer que l'on se sent concerné par toutes les problématiques qui concernent l'évolution de nos sociétés, que l'on peut apporter quelque chose. Cela dit, cette motivation personnelle en pleine construction de leur avenir et de leur identité, ils ont bien compris, donc les jeunes, la nouvelle jeunesse africaine a bien compris qu'elle peut être utile à la société. Mais qui dit motivation personnelle ne dit pas nécessairement individualisme. Cet engagement leur permet-il de faire des rencontres dans des champs d'action variés et d'enrichir leur réseau. D'où tout l'intérêt de participer aux activités au sein des ONG, des associations. Alors, il faut également dire que l'engagement associatif par la rencontre et l'échange donne à de nombreux jeunes de vivre une expérience enrichissante auquel ils ne s'attendaient sans doute pas. Oui, pourquoi les jeunes doivent aujourd'hui s'engager en politique et pourquoi le leadership politique devrait intéresser un maximum de jeunes. Déjà, il faut dire que parfois, ces jeunes sont pointés du doigt de manière négative ou décrite par les médias comme une génération Facebook, narcissique, ne vivant qu'à travers le prisme des réseaux sociaux. La jeunesse d'aujourd'hui a à cœur de changer son image, de casser les représentations que les autres peuvent avoir à son égard. Grâce à son engagement, on peut faire comprendre qu'on n'est pas que des brutales, que des personnes qui ne réfléchissent pas assez et qu'on a gagné suffisamment de maturité avec le temps. Pour tous ces jeunes qui se sentent interpellés par la thématique de ces jours, ils ont tous un point commun. Cet engagement est pour eux un grand lien d'apprentissage et même une très belle école de la vie. Oui, modestement, je vais relever avec vous ce que j'ai appelé les 7 forces motrices de l'engagement et du leadership politique chez les jeunes. Pour moi, il est important d'avoir une vision, être animé par une cause noble qui vous tient à cœur. 2, se sentir compétent, avoir l'opportunité de mettre à contribution ses forces et ses atouts. 3, faire preuve de responsabilité, avoir des rôles et des champs d'action clairs. 4, être reconnu. Ces jeunes ont besoin de recevoir les feedbacks sur leur contribution à la contribution et au développement de certaines problématiques qui touchent l'évolution des sociétés. 5, avoir de l'influence, avoir l'opportunité de développer leur leadership. 6, être appuyé par les aînés. Vous savez, dans la vie, rien ne naît ex nihilo. Tout se construit, se déplie et se prolonge dans le temps. Ces jeunes ont besoin d'être épaulés, encadrés pour qu'ils se sentent interpellés, intéressés par la gouvernance de la cité. 6, être créatif. Aujourd'hui, la nouvelle élite africaine a besoin de faire preuve d'innovation. Et j'ai coutume de dire que lorsqu'on veut se démarquer, lorsqu'on veut sortir des chantiers battus, nous devons nous départir de 2 facultés.
la raison et la mémoire, et beaucoup plus nous appuyer sur deux facultés, l'intuition et l'imagination. Donc, les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que pour être en phase avec l'évolution du monde, ils doivent nécessairement être inventifs, être engagés. C'est pourquoi, pour poursuivre mon intervention, au niveau de mon pays, le Gabon, qui est un pays de l'Afrique centrale, il faut dire que depuis toujours, même depuis l'arrivée de l'actuel chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en 2009, il a véritablement mis des dispositifs réglementaires. Il y a eu une vision politique qui est là. Cette vision politique qui se structure au fait qu'aujourd'hui, il faut donner beaucoup plus de place à la jeunesse avec la politique de quota qui se résume à 40% des hommes, 30% des jeunes, 30% de femmes. Et pour coller l'acte à la parole, le chef d'État gabonais a lui-même, les années qui ont suivi son investiture à la magistrature suprême, il a, dans son cabinet présidentiel, fait la promotion des jeunes collaborateurs. Certains avaient entre 25 et 30 ans, et nous avons vu depuis 2011 jusqu'à maintenant, dans les différents gouvernements de la République gabonaise, les jeunes figurent en bonne place. Mais cela ne se limite pas seulement au niveau de l'occupation des postes stratégiques. Il faut dire que même au niveau de l'appareil du parti au pouvoir, les jeunes jouent un rôle assez stratégique et occupent les positions de leadership assez importantes. Aussi, je vais revenir sur deux ou trois, sur nos 4 recommandations, parce qu'après, nous allons partir sur la base des échanges avec les questions-réponses. Par anticipation, s'il m'était donné de résumer brièvement mon intervention, je ferai 4 recommandations pour inciter le leadership politique des jeunes en Afrique. La première recommandation, effectivement, c'est favoriser l'engagement des jeunes, que les ONG, les associations soient des lieux d'apprentissage de la démocratie. Organiser les débats en amont des élections, les élections législatives, régionales, locales et même présidentielles. D'accord? Deuxième recommandation, reconnaître et valoriser l'engagement des jeunes. Encourager le bénévolat, valoriser les actions bénévoles et même les primer à l'échelle communale, régionale et même nationale. Il est important de promouvoir les CV par compétence pour que tous ces jeunes qui s'impliquent quotidiennement dans les actions à but non caritatif se sentent non seulement impliqués, mais qu'ils réalisent que leur implication est récompensée. D'accord? 3, encourager l'engagement des jeunes dans les processus de décision. La troisième recommandation, pour moi, me paraît aussi importante. Je parlais tout à l'heure, en faisant allusion à mon pays, le Gabon, il faut adopter sur le plan politique, au niveau des dirigeants des pays, au niveau des gouvernements, il faut adopter une forme de politique de quota pour effectivement permettre aux jeunes d'occuper des postes dans la sphère politique, dans la haute administration et même au niveau des appareils des partis politiques. Aussi, les jeunes compétents doivent être promus à des postes de responsabilité importants. Et pour finir, concernant ce troisième point de recommandation, il faut inciter les partis politiques en prenant une loi
inciter les partis politiques à investir des jeunes candidats aux différentes élections. Ça peut être local, ça peut être régional, comme ça peut être législatif. Et la quatrième recommandation, peut-être la faire à l'attention des membres du bureau exécutif du CPLA pour les prochaines années, instaurer un séminaire international de formation portant sur les outils du leadership politique. Ça pourra se faire de manière rotative et par région. Sélectionner 10 jeunes par pays et pendant 2 semaines, ils vont recevoir des outils, ils vont recevoir une formation de haut niveau en matière de leadership politique. Je pense que toutes ces recommandations, de mon point de vue, peuvent contribuer d'une certaine manière à renforcer le leadership chez les jeunes. Donc, brièvement fait ma présentation. Je vais revenir un peu plus tard lorsque nous passerons à la phase des questions-réponses pour répondre modestement à toutes les préoccupations et à toutes les questions des différents participants. Merci. Merci, cher Edgar. Vous nous avez, dès l'entrée de jeu, martelé notre esprit pour nous faire comprendre qu'il en va de notre responsabilité en tant que jeunes, de prendre en main notre destin et de créer les conditions qu'il faut pour amorcer un changement de paradigme en Afrique. Et dans vos propos finaux, vous avez mis l'accent sur la responsabilisation de tout ce qui est institution de nos différents pays pour nous permettre de reconnaître le rôle, de favoriser l'engagement des jeunes, mais également de promouvoir en quelque sorte la jeunesse dans des postes de responsabilité les plus élevés. Je retiens également que vous avez eu à mettre en avant l'idée selon laquelle il est important de mettre en place un outil de leadership au niveau des CIPLA pour favoriser en quelque sorte la synergie des actions, transformer des mentalités, mais également coordonner les actions communes dans le futur. Merci beaucoup. Honorable Jamie, vous avez la parole. Je suis persuadé que vous avez hâte de vous adresser à cette jeunesse africaine qui transcende les nationalités, qui transcende les clivages sociaux dont nous sommes habituellement confrontés dans nos différents pays. À vous la parole. Parlez au cœur de l'Afrique. Donc, tu as dit quoi? Bonjour à tout le panel. Bonjour à toute l'équipe du CEPLAN. Je suis honorable Djemini Benilde, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Je vous remercie de m'avoir déjà associé à ce sujet de réflexion qui me semble très important et qui aujourd'hui est au cœur du développement de nos nations et de l'Afrique tout entière. Donc, les thématiques que vous aviez soulevées est aussi à un intérêt indéniable. Certains s'interrogent aujourd'hui de savoir si véritablement les jeunes sont même pris en compte pour le développement de l'Afrique. Alors, pour y arriver, je pense que on s'interroge quand même, c'est-à-dire la politique des jeunes à l'Afrique est-elle aussi comprise? L'environnement politique en Afrique est-elle conçue de façon à favoriser le développement des jeunes? Les jeunes africains pris individuellement peuvent apporter leur contribution au développement de la nation. Face à ces problèmes, il sera alléchant de montrer pourquoi il est quasi impossible, je dis bien quasi impossible pour les jeunes d'avoir un développement au niveau politique.
Je parle en tant que jeune et je me dois de dire des choses telles qu'elles sont. D'abord, il existe une inadéquation entre ce qui est enseigné dans les amphithéâtres et ce qui est fait sur le terrain. La science politique que nous étudions au niveau universitaire semble ne pas être les mêmes que nous pratiquons sur le terrain. Et cela cause un véritable problème pour les jeunes dans le but de ne pouvoir pas s'insérer politiquement. Ça, c'est le premier problème que les jeunes rencontrent. Déjà, en second lieu, lorsque le jeune veut même s'insérer au niveau politique, et comme vous avez vu de par excellence, la politique, c'est les alliances. Les alliances préexistantes déjà ont pris le dessus et qui ne peuvent pas lui permettre d'avoir un objectif. Je prends particulièrement le cas du Cameroun, où il y a des lois qui excluent carrément des jeunes, notamment la loi pour être sénateur. Ne peut être sénateur que celui qui a au moins 40 ans. Et je trouve que c'est une loi qui va à l'encontre des principes selon lesquels toute personne qui a la capacité peut effectivement exercer une fonction. Alors, vous voyez que là également, le jeune est exclu. Troisièmement, lorsque vous êtes jeune, vous venez nouvellement d'entrer dans l'aspect politique, il y a assez de difficultés pour vous permettre de briguer un poste de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, tout porte à croire que celui qui a un poste de responsabilité doit forcément avoir un mentor qui est plutôt fort et non le jeune qui est fort. Si vous avez un jeune qui a toutes les capacités scientifiques, méthodiques pour diriger un poste de responsabilité et n'a pas un mentor, j'allais dire un parrain, qui est bien structuré, qui est bien posé et qui est bien introduit, ce jeune ne peut pas bénéficier d'un avantage, de certains avantages, malgré le potentiel qu'il détient. Alors, aujourd'hui, on peut donc se demander, le leadership politique des jeunes peut-il l'exercer normalement? Moi, je réponds par la négation. La preuve, vous regardez dans certains de nos États, on peut parler même de la monarchie. Vous regardez dans certains États dits de démocratie, on peut dire des États hyper présidentialistes. Vous regardez comment sont conçues les lois. Les lois sont conçues de façon à ce que c'est une seule personne qui décide. Vous regardez au Cameroun, c'est le chef d'État qui nomme jusqu'au dernier commissaire. C'est le chef d'État qui nomme jusqu'au sous-préfet. C'est le chef d'État qui nomme jusqu'au dernier directeur de société. Ça soulève un véritable problème aujourd'hui au niveau du leadership politique. Je suis un jeune diplômé, un jeune député qui a besoin de l'espace pour travailler pour l'intérêt de mon pays, pour travailler pour l'intérêt de l'Afrique. Mais malheureusement, il va être difficile pour toi d'y arriver si vous n'êtes pas dans des réseaux, si vous n'êtes pas parrainé. Voilà la réalité du terrain que nous devions le dire terre à terre. Nous ne devions pas spéculer dessus. Lorsque vous aviez en Afrique des chefs d'État qui ont la possibilité de laisser certaines personnes continuer, alors qu'en Occident, on a déjà fait tourner au moins 5 chefs d'État. Contrairement en Afrique, vous avez la même personne contre 5 chefs d'État de l'autre côté. Ça soulève une interrogation. On se pose des questions. Et on se pose des questions à savoir, cette longévité peut-elle apporter quelque chose à la nation? Non. Moi, je suis pour ceux qui estiment que mon passage à l'Assemblée nationale, je peux faire 1 mandat, 2 mandats et laisser les autres continuer. Voilà ce que moi j'entends par leadership.
Un leadership, c'est quelqu'un qui peut utiliser 5 ans, 10 ans au trop pour tout donner à son pays. Et s'il ne peut pas donner, qu'il laisse la place pour que d'autres essayent. Mais curieusement, vous arrivez dans les assemblées nationales du Cameroun, vous trouvez quelqu'un qui a fait 10 mandats, c'est-à-dire 50 ans. Vous avez quelqu'un qui a fait 10 mandats, 50 ans à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a pour fonction parlementaire de sa vie. Toute sa vie, il n'a qu'été Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parler du leadership des jeunes dans ce moment? Où est la place du jeune qui est formé pour remplacer, qui est formé pour éduquer, qui est formé pour prendre qui est formé pour prendre le relais? Donc, je voudrais très modestement vous dire que votre sujet est aussi très pertinent que si nous nous arrêtons simplement à des échanges au niveau de vidéoconférences, on aura commencé quelque chose et avoir l'incapacité de terminer. Nous devions pousser la réflexion aussi loin. Nous devions organiser des séminaires dans presque tous les pays où nous devions dire des choses telles qu'elles sont. C'est vrai, on dit que la relation internationale est liée par une relation d'intérêt, mais dans l'intérêt, tout le monde veut le bien-être. Est-ce que l'Afrique, les jeunes Africains aujourd'hui sont dans le bien-être? Est-ce qu'ils sont à l'abri du besoin? Voilà les vraies questions que nous devions répondre. Nous ne devions pas chercher la philosophie pour venir travailler, pour venir répondre à une préoccupation que nous vivons, que nous regardons, que nous tous, nous sommes en train de voir et que nous subissons. Il faut créer de l'espace pour que les jeunes s'expriment. Il faut créer de l'espace pour que le jeune dise au moins que je pourrais être telle chose. Moi, je suis devenu député, je suis jeune député de 36 ans et j'en avais marre, après avoir terminé mes études de baccalauréat, aller à l'étranger, revenir 20 ans et trouver les mêmes personnes que j'ai laissées lorsque je passais le bac à des postes de responsabilité. À les postes de responsabilité de ma circonscription. Et malgré tout ce que j'en avais qui était peut-être bien que le poste de député que j'occupe aujourd'hui, je me suis trouvé très, très gêné de ne pas prendre la responsabilité de dire que les jeunes peuvent aussi. Je n'ai vraiment rien à envier au poste de parlementaire, encore que ça me perd le temps dans ce que j'avais programmé dans ma vie. Mais il fallait que je montre aux jeunes qu'on peut être député, que la politique, ce n'est pas la guerre, la politique, ce n'est pas la force, la politique, ce n'est pas la destruction. Et j'ai décidé très modestement de briguer, de déposer ma candidature. J'ai voulu soutenir des jeunes qui n'ont pas pu, qui ont refusé. Et j'ai laissé mon travail qui était assez rémunéré pour devenir parlementaire. Je voulais juste donner une leçon aux jeunes en disant aux jeunes, si vous reculez, il faut que vous deveniez des résistants. Et je suis devenu député. J'ai rendu à l'Assemblée nationale avec mon titre de doctorat, expert en droit des assurances et maritimes. L'Assemblée nationale avait autant de problèmes sur le plan du droit des assurances. L'immeuble siège de notre Parlement était sinistré et qui durait depuis 5 ans sans indemnisation. J'ai pris sous moi de récupérer ce dossier avec toutes les difficultés qu'il y en avait et je me suis mis à travailler. Lorsque j'ai terminé, et mon président m'a appelé un jour pour me dire « Je viens de recevoir le virement. Finalement, on peut reconstruire notre immeuble siège. Et je veux que tu choisis un poste pour l'Assemblée nationale. Le poste que tu veux. »
Et moi, j'ai dit, je ne sais qu'une seule chose, c'est le droit des assurances maritimes. Et il m'a créé ce réseau que je préside aujourd'hui avec 30 députés et 20 sénateurs. À 36 ans, je coordonne 30 députés et 20 sénateurs. Nous n'avions pas besoin de savoir de quel bord politique nous sommes, mais nous avions besoin de savoir est-ce que le travail que nous menons, est-ce que l'activité que nous faisons, il y a quelqu'un parmi nous qui a l'expertise capable de nous conduire. Parce que lorsqu'on détecte cela et que quelqu'un a l'expertise, il nous apporte quelque chose de bien, tout le monde doit s'aligner. Et la personne doit savoir qu'on ne fait pas la même chose éternellement. Il y a un temps. Donc, je suis, comme je dis souvent à l'Assemblée nationale, que je suis en transit. Je suis en transit à l'Assemblée nationale parce que tel que je vois, l'Afrique est pauvre intellectuellement et même scientifiquement. Je ne saurais dire que je reste à l'Assemblée nationale pendant longtemps. Il faudrait que je trouve d'autres endroits où je dois être compétitif. Et c'est ça ma préoccupation aujourd'hui. Et si je souhaite que ça soit la préoccupation de tout jeune. Nous avions déjà assez de théorie. Et la théorie que nous avions ne nous amène pas. Cette théorie-là que nous avions aujourd'hui ne doit pas nous perdre. La théorie pour la théorie. Les jeunes doivent quitter le silence. Les jeunes doivent quitter le silence complice et les jeunes doivent désormais s'installer à des endroits pratiques. Et c'est là où nous attendons les jeunes. Donc, pour me résumer très modestement, parce que je suis quelqu'un qui aime respecter l'heure, j'espère que je n'ai pas traversé déjà. Si, de quelques minutes, mais bon. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, je me résume en 1 minute pour dire que le leadership politique en Afrique est biaisé. Et cela est dû du fait que les jeunes ont décidé de devenir les observateurs et adopter un silence complice. Et de l'autre côté, les anciens ont décidé de prendre en otage tout ce qui devrait revenir aux jeunes. Et je suggère qu'à travers cette plateforme, que je félicite déjà et que je trouve très important, que nous puissions lancer des activités qui vont aller désormais au-delà de nos nations et au-delà au-delà des institutions africaines. Je vous remercie. Merci, honorable. Si ça ne dépendait que de moi, on ne pourra que vous écouter toute la journée. Vous et cher Francis, vous avez tellement de choses à nous dire et des choses qui sont importantes pour provoquer en quelque sorte un changement de paradigme dans la conscience collective des jeunes africains. J'ai retenu de votre intervention des faits majeurs. La situation est chaotique. Nous avons peut-être une vision, la réalité des choses qui ne favorisent pas l'épanouissement de la jeunesse et le rôle que la jeunesse doit normalement jouer dans le développement intégral de l'Afrique. La réalité ne nous est pas favorable, mais nous devons aller au-delà. Et vous êtes en quelque sorte cet exemple palpable de ces jeunes qui ont observé et qui ont constaté des vides et qu'il fallait les combler. Vous n'avez pas hésité à prendre en main le destin pour provoquer en quelque sorte quelque chose qui deviendra certainement par cette intervention un nouveau vent qui va souffler sur l'Afrique. Et beaucoup de jeunes, je suis persuadé, vont emboîter vos pas. Nous allons à présent écouter Madame Mariama Dalanda Diallo, qui est la seule dame parmi nous. Et je suis persuadé qu'elle va aborder cette thématique sous l'angle du genre, de l'implication des jeunes dames dans le destin de l'Afrique
et précisément dans le domaine politique. Madame Diallo, vous avez une dizaine de minutes pour nous livrer le contenu de votre exposé. Si elle n'est pas prête, nous allons passer la parole à l'honorable Guéry Tama, qui, pour le rappeler, est député à l'Assemblée nationale togolaise. Honorable, vous avez la parole. Je crois qu'il y a un problème technique. Les deux ne sont pas en ligne. Nous allons, pendant que les deux orateurs vont peut-être arranger leurs problèmes techniques, nous allons prendre quelques questions qui nous ont été posées. Déjà, j'aimerais poser une petite question parce qu'au-delà de tout ce que nous avons comme panorama des difficultés que l'Afrique est en train de traverser, mais également peut-être la volonté manifeste de nos aînés de ne pas laisser de la place et de continuer dans le statu quo. Quelles peuvent être les stratégies que nous sommes amenés à mettre en œuvre en tant que jeunes qui sont peut-être des localités différentes, des réalités politiques peut-être différentes, mais également des conceptions différentes? Honorable Gemini, pourriez-vous peut-être nous aider dans ces questionnements? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que une fois que nous avions fait l'état des lieux, j'espère que vous me suivez là. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci. Lorsque nous avions fait l'état des lieux, il faut dire que ceux qui sont en place aujourd'hui n'ont pas pu porter l'Afrique à un niveau au moins acceptable. Tout simplement du fait que ils sont là depuis l'indépendance, depuis la colonisation. Et le fait qu'ils sont là depuis la colonisation, ils ne pensent plus qu'ils peuvent faire autrement que ce qu'ils ont déjà, que ce qu'ils ont connu. Or, depuis la colonisation à nos jours, il faut dire que les choses ont suffisamment changé. Les choses ont suffisamment changé et on pense que les outils modernes, ces personnes ne sont plus adaptées et aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être un pays développé sans les outils modernes. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut absolument que nous nous adaptons au nouveau rythme mondial. Or, vous constatez avec moi que l'Afrique aujourd'hui n'est pas, les autorités en place ne sont plus en train de réfléchir. Ils ont un seul objectif, c'est de se contempler de leur position. Et ça met un peu tout le monde en difficulté. Ça met nos descendants en difficulté, ça met notre société en difficulté. Donc, je pense qu'on doit, premièrement, installer au moins dans tous nos États une constitution qui ne permet pas à quelqu'un de rester là pendant longtemps. C'est un problème. On doit permettre que les jeunes puissent avoir des postes au sein de toutes les institutions, parce que ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Quand vous regardez dans certaines institutions, il n'y a carrément pas de jeunes. Je vous ai cité le cas du Sénat. Et ensuite, il faut qu'on puisse mettre une loi. Je réclame toujours cette loi depuis longtemps, que ce soit les associations, que ce soit les institutions publiques ou privées, qu'on vous dise que personne ne peut durer plus de 2 mandats. Il faut qu'on apprenne à dire que
Si je suis député aujourd'hui, ma seule mission, c'est d'être député au trop pour 2 mandats. Donc, 10 ans après, il faut que je sache que j'aurai tout donné. Je ne pourrais pas être en train de chercher 4-5 mandats. Qu'est-ce que les autres vont devenir? Et si nous travaillons de cette façon, cette conscience politique, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais vous regardez, par exemple, si vous prenez un pays de l'Occident, vous allez voir que là-bas, les choses tournent. Vous venez, vous faites 2 ans, vous faites 10 ans, vous partez, vous venez, vous faites 5 ans, vous partez. Ça donne une nouvelle façon de faire, ça donne une nouvelle façon de réfléchir. Et je pense que nous pouvions, dès ce moment-là, permettre aux jeunes de monter au créneau. Et à la même occasion, je demande aux jeunes de prendre leur destin en main, de tout faire pour s'intéresser à la politique. Parce qu'il y a un adage qui dit, tu ne fais pas la politique va te faire. Considérez ceux-là qui sont en train de faire la politique comme des ignorants et dire que si je suis là, je vais mieux faire. Et c'est ce que je pense que les jeunes doivent désormais prendre leur destin en main. Merci. Merci, honorable. Nous allons à présent repasser la parole à Madame Mariama. Je crois qu'elle est maintenant en ligne. Madame Mariama Diallo, vous nous recevez? Vous nous recevez? Ah, je crois qu'elle n'est pas encore là. Et l'honorable permettez-moi, le modérateur Sipla peut juste me rassurer que les 2 panélistes sont présents. Oui. Effectivement, les 2 panélistes sont là. Madame Dalanda Diallo vient, présidente d'Activis au micro. Madame Dalanda, s'il vous plaît, si vous nous recevez, veuillez placer un mot. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Ravi de vous voir. Vous avez la parole. Parlez-nous un peu de l'implication des femmes féminines dans le leadership politique en Afrique. Alors, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. C'est un peu compliqué de parler après ces honorables députés, mais je vais essayer également. Et comme vous le dites, aujourd'hui, la couche féminine devrait être davantage impliquée dans l'instance de prise de décision, dans les partis politiques. Madame Diallo, nous avons un petit souci avec la connexion. Si vous pouvez désactiver votre caméra, peut-être ça va améliorer un peu le son. C'est vrai? Madame Diallo, on dirait que le son, la qualité n'est pas très bonne. Et entre-temps, nous allons évoluer avec l'honorable. Allô? Vous me recevez? Oui, je vous suis. D'accord. Je parle de l'honorable. Nous allons revenir vers vous, mais je parle de... Permettez-moi. Je parle de l'honorable Tama. L'honorable... Oui, bon, bonjour, j'espère que le son est bon. Oui, oui. Je vous présente mes excuses pour le retard. J'ai eu un contretemps au dernier moment.
Disons que j'ai suivi quand même les derniers échanges sur les 30 dernières minutes. J'ai combien de temps pour mon intervention, s'il vous plaît? Vous en aurez pour 10 minutes au plus. Mais si OK. vous pouvez faire en moins, ça serait bien. Bon, on va essayer. C'est vrai que nous, les hommes politiques, on parle beaucoup, mais on va essayer. Bon, je vais me présenter assez rapidement au public qui est là. Je suis Jerry Tama. Je suis député à l'Assemblée nationale togolaise. Je suis président du groupe parlementaire NET-PDP à l'Assemblée nationale togolaise. Il y a 3 groupes parlementaires. Donc, il y a le groupe parlementaire majoritaire UNIR et il y a 2 groupes parlementaires de l'opposition, le groupe parlementaire UFC et le groupe parlementaire NET-PDP que j'ai l'honneur de diriger. Au même moment, sur le plan politique, je suis le président national de notre parti, le Nouvel Engagement Togolais. Et je pense que cette double casquette-là peut-être me permet d'appréhender avec un certain angle la problématique d'aujourd'hui. En réalité, pour parler des jeunes et le leadership, je pense d'abord que les réalités sont un peu différentes d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale togolaise, le plus jeune député vient de notre parti, le NET. Il est rentré à l'Assemblée nationale en 2018 à l'âge de 28 ans. Et juste après lui, celui qui venait avait 34 ans. Sachant qu'au Togo, le mandat parlementaire dure 5 ans. Donc, ça veut dire que vous voyez que même au bout des 5 ans, notre plus jeune n'aurait pas l'âge du plus jeune du parti majoritaire qui est 34 ans. Donc, pour moi, la problématique de l'engagement des jeunes aujourd'hui se situe à 3 niveaux. Le premier, c'est d'abord l'engagement. L'engagement des jeunes aujourd'hui en politique est souvent soumis à des contraintes exogènes, qui peuvent être le temps, des contraintes exogènes aussi qui peuvent être aussi liées au climat social. Vous savez, dans certains pays, au Togo maintenant ça va mieux, mais dans certains pays, on va d'un mauvais œil un jeune qui s'engage en politique, surtout dans les partis de l'opposition. Et puis maintenant, la deuxième pesanteur, c'est les moyens. Lomé, où j'habite, n'est pas très grand, mais quand vous avez des activités à faire, parfois le jeune il a besoin de se déplacer et ce n'est pas toujours évident, surtout pour des jeunes qui sont en train de rentrer dans la vie active. Ce n'est pas toujours évident pour ces jeunes-là de participer à des activités. Maintenant, le dernier paramètre qui me semble le plus important, c'est beaucoup plus la culture politique. Et aujourd'hui, on se rend compte dans beaucoup d'endroits qu'il y a une vraie lacune en termes de culture politique. Ce que nous, dans notre parti, nous essayons de faire, c'est-à-dire amener les jeunes à s'intéresser un peu plus, à comprendre les thématiques, c'est extrêmement difficile. Et on est beaucoup plus dans du militantisme de base, c'est-à-dire aller au meeting, écouter le président du parti, applaudir et rentrer. Et donc, c'est beaucoup plus le point ce qui me semble très important sur lequel on va travailler, c'est de savoir exactement comment développer la culture politique des jeunes. Aujourd'hui, disons-nous une vérité, moi, comme je l'ai dit, je suis président d'un parti depuis 2012. La vie politique coûte cher. Et dans des pays où on n'est pas financé à faire la politique, c'est-à-dire que le moindre meeting, la moindre activité que vous faites, elle doit être financée par le parti. D'une part, les difficultés financières de la population et d'autre part aussi une certaine réticence à contribuer aux dépens du parti font que souvent c'est le président. C'est pour ça que j'ai l'avantage d'être et président du parti et député. C'est souvent le président qui finit par mettre la main à sa poche. Ce qui, bien entendu, vous convenez avec moi, que développe une certaine dépendance des autres militants vis-à-vis du président. C'est pour ça qu'on a des présidents fondateurs, comme Maman rigole, en disant, mais des présidents fondateurs qui sont omniprésents et omnipotents dans leur parti politique, parce que c'est eux qui font quasiment la pluie de beau temps. Donc, pour avancer, peut-être faire une conclusion en espérant que je pourrais rebondir sur certains sujets, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier élément, c'est montrer aux jeunes que la politique peut être attractive. Parce qu'en réalité, quand un jeune rentre en politique et il fait 4, 5, 6 ans et qu'il ne voit rien venir, ben, pourquoi il reste?
C'est le problème. Donc, montrer aux jeunes que la politique peut être attractive. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays comme le nôtre, il y a des élections qui sont intéressantes. Les élections municipales, par exemple, permettent à des jeunes, par exemple, de devenir conseillers municipaux, ce qui reste un excellent tremplin qui font que, bon, ben, la personne se dit, tant qu'à faire, je suis conseiller municipal. Un jeune comme le nôtre qui, à 28 ans, devient député, aujourd'hui, il est même membre du bureau national du parti de l'Assemblée nationale. Donc, bah, il a même un statut supérieur au mien. Donc, en réalité, ça donne de l'émulation. Les autres se disent, mais tiens, ben oui, c'est telle personne, autrefois, on était en train de rouler à moto avec lui, maintenant il a une voiture, il a un statut social, on le voit avec, entre guillemets, les grands. Donc voilà, il faut que ceci existe. S'il n'y a pas une motivation, il est évident que les jeunes ne vont pas se lever pour y aller. Maintenant, il faut aussi que nous, moi j'ai 46 ans, hein, il faut que nous, on commence aussi à être des modèles pour ces jeunes-là parce qu'on a une crise en réalité de représentativité. Les jeunes cherchent des modèles et ils n'en trouvent pas. Parce que dans la plupart des pays, des partis majoritaires, des partis au pouvoir, c'est les gens qui sont choisis. Les ministres, les grands cadres, ils sont choisis parfois sur la base des critères qui ne sont pas toujours des critères objectifs, c'est parfois des critères ethniques, régionalistes, ainsi de suite. Donc, le mérite ne transparaît pas. Et à partir de là, si c'est vraiment au hasard, bien entendu, le jeune ne va pas aller jouer un jeu au hasard. Mais s'il voit des gens qui, en réalité, ont travaillé, travaillent sur le terrain et finissent par obtenir du résultat, oui, là, ça peut les inspirer. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt. Voilà, il faut que, comme les Ivoiriens disent, il faut que la personne gagne quelque chose dedans. S'il ne gagne rien, je ne vois pas pourquoi il va être motivé. Ensuite, il faut absolument qu'il y ait un modèle. Il faut qu'ils voient des gens faire et qu'ils se disent, ouais, moi j'ai envie de… Moi, vous savez, je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai un parcours assez atypique. Je suis un ancien officier des forces armées togolaises. Je suis un officier de Saint-Cyr. Je suis écrivain. Et ensuite, quand vous travaillez, le jeune regarde votre parcours. Et il dit, bah, attends, voilà quelqu'un qui a pu quitter l'armée togolaise. Je suis peut-être l'un des rares à avoir quitté l'armée togolaise à rester au Togo. Voilà quelqu'un qui a eu tel parcours, voilà quelqu'un qui est aujourd'hui dans la vie civile. Mais voilà quelqu'un qui fait un parcours en politique. Là où il s'appelle inspirer. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai encore le temps à faire, mais s'il y a d'autres questions, je reprendrai aisément. Mais voilà à peu près comment je vois votre problématique. Mais maintenant, pour finir, moi, en tant que président de parti politique, je dis, ce n'est pas nous les présidents de parti d'aller chercher les jeunes. Parce que chaque fois qu'on allait chercher des gens, ils viennent, ils ne durent pas. Chaque fois qu'on allait chercher des gens, ils pensent qu'il y a quelque chose dedans et quand ils viennent, ils ne trouvent pas. Ben voilà, c'est aujourd'hui aux jeunes de rentrer en politique. C'est aujourd'hui aux jeunes je l'aborde sous l'angle politique, mais je peux aussi l'aborder sous l'angle entrepreneurial, je peux aussi l'aborder sous l'angle associatif. C'est aux jeunes de franchir le pas tout en espérant trouver des anciens comme nous qui sont prêts à leur ouvrir les bras, qui sont prêts à leur montrer le chemin. Mais pour cela, c'est qu'il faut qu'ils fassent le premier pas. Voilà. J'en ai fini. Merci, honorable. Merci, honorable. Je crois qu'à la suite de nos précédents intervenants, vous avez mis l'emphase sur le modèle que les jeunes doivent se référer pour pouvoir s'engager pleinement dans la politique. Mais au-delà de ça, il faut avoir une culture politique pour permettre à chacun d'avoir en quelque sorte l'esprit de redevabilité envers sa communauté, être capable de se dire que la politique n'est pas une fin en soi, mais c'est un instrument qu'on doit utiliser pour pouvoir amener les autres vers leur destin. Merci beaucoup, honorable. Nous allons revenir vers vous en cas de potentielles questions. Madame Diallo, je crois que le souci technique s'est arrangé entre-temps. Alors, bonjour. Bonjour, vous me recevez maintenant? Oui, très bien. Ok, d'accord. Merci. Je vous ai suivi un peu. Je ne sais pas si j'active la vidéo avec la connexion. C'est bon, vous me recevez? Bien sûr. Oui, oui. Activez c'est bon, vous reçoit. Merci. Vous pouvez activer la vidéo. Allô, vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit, Madame Diallo. On vous reçoit.
Je pense qu'on va pas mettre la vidéo parce que là, c'est compliqué, j'arrive pas. D'accord, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Allez-y. Super. Alors, c'est bien, je vous ai tous écoutés. C'est un peu compliqué de parler après tous ces grands hommes qui sont venus avant moi, qui sont des honorables députés et autres. Mais je vais tout de même faire de mon mieux et j'espère être à la hauteur. Comme vous me recevez là, je continue? Oui, allez-y. D'accord. Comme le disait tout à l'heure l'animateur, je vais plutôt parler du genre et de la politique, ou comment préparer les femmes à conquérir les instances décisionnelles dès leur jeune âge. Dans un environnement social caractérisé de machines où les femmes sont malheureusement un handicap, cette injustice se manifeste, hélas, par des maux de la société. Et aujourd'hui, nous allons mettre un accent particulier sur le monde politique. À la lumière des opportunités disponibles, il se trouve que c'est un impératif de donner aux femmes une place adéquate dans la politique. Quoi de plus normal quand elles composent la majorité de la population? Quoi de plus logique, sachant que la majeure partie des décisions politiques les impactent directement? Parce que vous allez, comme vous le savez avec moi, ce sont les femmes qui sont le plus impactées. C'est nos maris, c'est nos enfants, c'est nos frères, pour ne citer que cela. Paradoxalement, malgré ces évidences, nous voyons la couche féminine écartée. Nous voyons la couche féminine écartée, non seulement dans les prises de décision, mais pire dans les instances de décision. Le problème, il devient légitime qu'une solution soit trouvée à cette injustice qui surplombe nos sociétés. Donc, parmi les pistes de solution, nous pouvons citer entre autres la discrimination positive. J'entends par discrimination positive de créer des quotas pour l'implication des femmes dans toutes les instances, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des députés, tout ce qu'il faut, mais pour qu'il y ait vraiment de l'implication. Notamment, il faut valoriser les femmes qui ont le poids, c'est-à-dire qui sont formées pour cela. Comme le disait tout à l'heure l'honorable, il faudrait que les gens, les jeunes femmes et les jeunes hommes se mettent à trouver des mentors. Parce que seul, on ne peut pas y aller. Mais quand une fois tu as quelqu'un derrière ou qui est là à côté, qui t'accompagne, qui te guide, ça facilite un peu les choses. Donc, l'engagement, surtout aussi, il faudrait que les jeunes s'engagent. La politique, c'est un engagement. Et on ne peut pas faire de la politique, comme aime le dire M. Aliouba. Si tu ne fais pas de la politique, c'est la politique qui va te faire. Ou des personnes qui ne sont pas... des personnes dont tu es mieux viendront faire la politique pour toi. Du coup, c'est un peu compliqué. Il faudrait que les gens s'engagent. Il faudrait que les jeunes s'engagent et s'impliquent. Parlant toujours de la création d'organismes, il faudrait qu'il y ait des organismes pour former des jeunes, pour former des femmes, à les impliquer en politique, à les impliquer dans les instances de prise de décision. C'est une nécessité. Et notamment, il faut aussi signaler de la mise en place des figures féminines, c'est-à-dire de la mise en valeur des figures féminines. Ces femmes qui se sont démarquées aujourd'hui, il faudrait qu'on leur mette en avant, qu'on parle d'elles, parce que certaines ont une peur de s'engager. Mais si aujourd'hui, tu trouves qu'il y a des femmes qui sont déjà engagées, qui servent d'exemple, qui sont des mères au foyer, qui sont des femmes bosseuses, qui sont des femmes engagées dans la politique, ça te pousse à te dire que oui, toi aussi, tu peux le faire. Et
Maintenant, pour savoir comment y arriver, je pense qu'il faudrait se former, je pense qu'il faudrait apprendre pour devenir comme elle ou meilleur qu'elle. Donc, pour cela, il faudrait faire de la mise en valeur de ces figures-là, mais aussi faire de la création d'organismes de formation pour faciliter les choses avec ces différentes dames. Notamment, il faudrait aussi organiser des séminaires, des conférences, des colloques, où il faut impliquer aujourd'hui les jeunes et les femmes, où il faut impliquer aujourd'hui surtout les femmes, parce que, comme je le disais tout à l'heure plus haut, elles sont les plus touchées, les plus affectées par tout ce qui se passe au quotidien. Donc, aussi faire des suivis et évaluations avec notation, c'est-à-dire il faut encourager les femmes. Moi, je pense que, comme l'honorable l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des mentors pour nous accompagner. Moi, je n'ai pas pu vous suivre en profondeur, mais je pense qu'aujourd'hui, le leadership, pour sortir un peu de cette question de genre, le leadership, ça se forge. Le leadership, ça s'apprend. Et pour moi, le leadership aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sont prêtes à tirer les autres vers le sommet. Ce sont ces personnes qui se sacrifient pour montrer la voie. Parfois, on tombe, parfois, on se relève, mais le leadership, ce sont ces personnes engagées et qui souhaitent que les autres grandissent, qui souhaitent que les autres aient une idéologie pour cette Afrique que nous avons en commun. Et la politique, c'est surtout de l'engagement. C'est pas du tout facile, c'est pas chose aisée. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis guinéenne, comme il l'a présenté tout à l'heure. Je suis une femme entrepreneur, je suis mère au foyer, je suis femme politique. Et je suis présidente du bureau national de femmes d'un parti politique, pardon. Je suis présidente du bureau national de femmes d'un parti politique. C'est compliqué d'engager les femmes, c'est compliqué d'engager surtout la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'Afrique, nous sommes jeunes, la majorité est jeune. Donc, c'est compliqué parce que c'est devenu des problèmes à chaque fois qu'on parle de politique en Afrique. C'est pour dire non, la politique, elle n'est pas bonne, la femme, tu ne dois pas être au devant de la scène politique, il y a des problèmes, ta famille est en danger, tu as des problèmes. C'est des problèmes auxquels il faut faire face. Parce que ces problèmes qu'on est en train de vivre là, si on reste dans notre quotidien, on reste dans notre coin à dire que non, je ne me mêlerai pas de la politique, mais la politique, elle va venir se mêler en toi, forcément. Donc, je pense qu'il faudrait que les gens aient la culture de savoir que le changement ne viendra pas seul. Le changement, c'est nous qui le créons. C'est nous qui allons faire que les choses dont nous sommes en train de dénoncer, que ces choses-là changent. Je pense qu'il faudrait qu'on s'implique. S'impliquer comment? S'impliquer en rentrant dans les partis politiques, en adhérant dans les partis politiques, en adhérant dans les instances de prise de décision. Parce que c'est là que les choses changeront. C'est là que, comment dirais-je, que nous pouvons apporter des solutions. En tant que jeunes, nous avons des visions que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, le monde, il est ouvert à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que nous vivons au quotidien. Le monde est vraiment ouvert. Donc, je pense que ce serait impératif que les jeunes s'engagent. Moi, je pense qu'il faut de l'engagement. Adhérer dans les partis politiques, parce que c'est là que tout commence. Mais quand vous adhérez dans les partis politiques, insistez à être au poste décisionnel, parce que c'est à travers ces postes-là que vous pouvez décider, que vous pouvez impacter. Je vais me limiter à ça pour le moment et en attente des questions et réponses. Merci, Madame Mariama Diallo. Vous nous avez livré le contenu de votre exposé, notamment en mettant l'emphase sur une préparation en amont et également l'importance du mentorat dans le processus, mais la prise en main de nos responsabilités.
Nous vous disons merci. Je crois que je vais demander un peu votre indulgence. Nous avons commencé notre atelier avec un petit retard d'une dizaine de minutes. Donc, nous allons plutôt finir à 11h45, je vais dire 10h45, temps universel. À présent, nous allons aborder un peu quelques thématiques qui sont liées. Ce sont des questions essentiellement posées par l'ensemble de nos participants qui ont des questions spécifiques qui peuvent s'adresser à tout le monde. D'autres questions de façon bien précise s'adressent peut-être à nos panélistes de façon nommée. Mais avant peut-être de prendre leurs questions, j'ai une principale question pour M. Francis. Lors de votre exposé, vous nous avez livré en quelque sorte le contenu des lois, des dispositions, les institutions qui ont été mises en place dans votre pays. Vous avez parlé de votre expérience pour dire que ce sont des instruments qui existent, ce sont des outils qui existent, des lois pour favoriser en quelque sorte l'implication des jeunes dans le leadership politique. Ce dont peut-être j'aimerais poser comme question, c'est celle de savoir est-ce que ces outils, ces lois sont toujours favorables à la volonté de la jeunesse? Je m'explique. Je viens d'un milieu peut-être l'un des plus difficiles en termes de démocratie en Afrique, au Tchad, un milieu très compliqué, dont les lois sont édictées pour favoriser l'implication des jeunes dans la vie politique, mais ces lois sont toujours utilisées et torpillées par ceux qui nous gouvernent au profit de leurs intérêts. Donc, même le choix de ces jeunes pour s'impliquer dans la politique, il faudrait que ce soit un choix qui est guidé par l'intérêt de ceux qui nous gouvernent. À votre avis, cette stratégie est-elle efficace pour amorcer véritablement le leadership politique des jeunes en Afrique par les lois et les institutions qui sont créées? J'espère que ce n'est pas une question assez... Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Non. Merci, monsieur le modérateur. Effectivement, lors de mon intervention, je me suis également appuyé sur les faits réels de toutes les politiques mises en place et toute la volonté politique du chef de l'État pour impliquer effectivement les jeunes dans la prise de décision au niveau des sphères de décision dans la haute administration, renforcer leur présence au sein des corps constitutionnels et même des parlements. Déjà, ce qu'il faut relever, pour revenir sur votre question, et tous les intervenants ici, nous avons pratiquement insisté sur 3 aspects. Le premier, c'est l'engagement. Il faut que les jeunes s'engagent parce que pour que les jeunes s'engagent, cela relève, de la prise de conscience. Il faut une prise de conscience personnelle et collective. Deuxièmement, il faut que les jeunes se détachent des imaginaires collectifs. Parce que beaucoup aujourd'hui marchent avec des appréhensions, avec des préjugés. Lorsque vous parlez d'un jeune de politique, il se dit la politique, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi. La politique, c'est un raccourci professionnel. La politique perd le temps. La politique nécessite beaucoup de sacrifices. Et la politique, c'est pour les partisans de moins d'efforts. Et la troisième chose que je souhaiterais relever, c'est de dire que les dirigeants politiques peuvent afficher leur bonne volonté en adoptant des lois, d'accord, en fixant le cap, mais c'est aux jeunes de pouvoir se démarquer parce qu'il n'y a aucune lutte dans la vie qui se gagne sans effort. Il faut que les jeunes de leur côté, que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Togo, Bénin, au Tchad ou en Centrafrique, ou en Guinée-Conakry ou au Bénin, il faut que les jeunes se sentent d'abord impliqués. Mais pour que les jeunes se sentent impliqués et interpellés, ils doivent déjà comprendre les enjeux politiques de l'heure. Ils doivent déjà comprendre
le nouveau contexte politique international qui nous exige, nous, en Afrique, de pouvoir changer de paradigme. Et c'est aux jeunes, par leur implication, leur engagement, qui doivent inciter les dirigeants politiques, les décideurs, les gouvernants à prendre des lois qui les favorisent ou qui facilitent leur intégration dans les sphères politiques. Chez nous, au Gabon, par exemple, il y a une institution qui existe, le Conseil national de la jeunesse, mais cette institution, à l'époque, était une structure qui chapeautait les associations, les mouvements associatifs, mais à cause de l'implication et le leadership des différents présidents qui se sont succédés, ça a fait en sorte que les plus hautes autorités ont beaucoup plus de place à la jeunesse. Et pour ceux qui sont arrivés au Gabon, je peux vous rassurer par expérience que depuis 2009, en 2021, beaucoup de jeunes se sont vus succéder à de postes de responsabilité hautement stratégiques. Au Gabon, nous avons vu par exemple un chef de cabinet du président de la République qui avait moins de 29 ans. Et depuis les dernières législatives et locales au Gabon en 2018, mais il y a eu un rajeunissement, sinon un renouvellement de l'élite politique sur le plan national. Et lorsque vous regardez la cartographie politique du Gabon depuis les dernières élections législatives, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait élire députés, maires. Ça veut dire qu'effectivement, et je vais chuter par là, le rêve, il est possible. Le leadership, les jeunes doivent le comprendre. C'est un état d'esprit. Le leadership ne dépend pas d'une position, d'un titre, mais c'est d'abord un état d'esprit. C'est une vision d'ensemble, une vision d'équipe. C'est ce changement de paradigme-là où les jeunes qui participent à cet atelier doivent comprendre que le développement se trouve en eux et aucune révolution, avant d'être collective, elle est d'abord personnelle. C'est à eux, dans leur activisme, dans leur engagement quotidien et dans la coordination de leurs actions et leurs synergies, c'est ça qui amènera les différents chefs d'État, les différents gouvernements à prendre et adopter les lois qui pourront faciliter leur implication. Donc, c'est à nous de faire un peu du lobbying silencieux, de mettre une pression indirecte à nos dirigeants pour qu'ils prennent en compte notre existence. Les jeunes dans certains pays, je prends le cas chez nous, il y a une catégorie de jeunes qui passent beaucoup plus de temps à se plaindre, mais qui ne passent jamais à l'action. Mais la politique, il n'y a pas trop de différence avec le monde de l'entrepreneuriat. C'est 3% de discours, 97% d'action. Il faut privilégier les actions. La politique, c'est la gouvernance des choses de la cité. Mais pour gouverner ou pour s'impliquer ou participer dans la cité, il faut d'abord que vous-même vous soyez un exemple, un modèle et que vous privilégiez beaucoup plus l'action que le discours. Merci. Merci, cher Francis. Je crois que votre réponse a été très persuasive par rapport à la question qui a été posée. À présent, nous allons prendre une question d'un participant qui aimerait savoir quelle approche l'on peut adopter pour soutenir l'engagement politique des jeunes, surtout au regard de l'adage qui dit « il faut avoir les moyens de sa politique ». Honorable Tama, honorable Djemini, quelle approche pour soutenir l'engagement politique des jeunes? Pour ne pas qu'on se retrouve peut-être par manque de moyens, facilement entraîné dans la corruption et autres, ou encore se dérouter de la vision principale pour laquelle nous nous sommes engagés dans la politique.
quelles peuvent être les approches pour soutenir cet engagement. Et je crois que l'honorable Djemini, après l'honorable Tama, va prendre peut-être la parole pour nous parler un peu de l'éthique et de la transparence dans la gestion ou du moins dans l'engagement politique. Donc, l'honorable Tama, vous avez la parole. Je vous remercie. Et écoutez, vous savez, je pense que à cette question, on ne peut pas répondre sans tenir compte de la perspective dans laquelle on se met. J'ai écouté beaucoup d'acteurs politiques. En fonction du fait qu'on s'engage dans un parti au pouvoir ou dans un parti de l'opposition, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est, je pense, un élément qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, beaucoup de mes témoignages vont s'appuyer sur mon expérience personnelle. La plupart des partis politiques, quand même, mettent en place non seulement le cadre pour l'épanouissement d'un jeune au sein du parti politique, mais comme l'a dit Mme Diallo tout à l'heure, c'est d'abord le mentorat, c'est-à-dire la capacité de montrer la voie. Parce que c'est vrai, on entend souvent les jeunes dire, et ça rejoint ce que mes prédécesseurs ont dit, oui, la politique c'est difficile, c'est dangereux, ainsi de suite. Il faut d'abord qu'il y ait une question de conviction. Et la conviction, elle est interne, elle est subjective, elle est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que si on regarde les difficultés qu'il y a à faire la politique sont les mêmes difficultés qu'il y a à faire de l'entrepreneuriat, c'est souvent aussi les mêmes difficultés à s'engager en association. Donc, il faut d'abord une question de conviction. S'il n'y a pas la conviction, on ne peut rien faire. Maintenant, après, je crois que dans un parti politique, ce qu'un président de parti comme moi ou bien une formation politique peut faire, c'est réserver des espaces non seulement d'expression, mais des espaces aussi de responsabilité. Et ça, je crois que beaucoup de partis politiques le font. Les espaces de communication, c'est des espaces où aujourd'hui les jeunes doivent pouvoir s'exprimer. Et Dieu merci, nous sommes aujourd'hui à nous sommes à l'ère du numérique. Aujourd'hui, moi, par exemple, dans mon parti, j'encourage tous les jeunes à avoir leur page Facebook, leur compte Twitter, bon, que Twitter là n'est pas très utilisé dans nos pays, mais leur page Facebook, et de faire des interventions. Elles peuvent être gauches, elles peuvent être maladroites, mais le parti a la possibilité de corriger derrière. Mais une des lacunes aussi qui existe aujourd'hui au niveau de nos jeunes, c'est que c'est cette faiblesse en termes de communication, en termes de réflexion autonome. C'est-à-dire que moi, je prends pour plusieurs formations que je connais au Togo, parfois on ne connaît que le président du parti. On ne connaît pas que le président du parti parce que le président est absolument omniprésent et veut prendre toute la lumière. Mais parfois, c'est que c'est lui seul qui s'exprime. Parfois, quand on invite même dans les médias traditionnels, radio, télévision, on dit on veut que quelqu'un s'exprime au nom du parti. Vous avez souvent les jeunes qui vous disent « Ah bon, président, il faut y aller, on verra la prochaine fois ». Donc ça, c'est un élément très important. Il faut, au-delà de la conviction, il faut se donner les moyens de pouvoir communiquer, par exemple, dans un parti politique. C'est le premier élément. Le deuxième élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les responsabilités. Parfois, on retrouve parfois des jeunes à des postes de responsabilité dans les fédérations de jeunes. Quand parfois on demande aujourd'hui à un jeune, tout heureux, moi dans mon parti c'est comblé, mais on demande à un jeune, est-ce que tu peux pas prendre un poste de secrétariat même du parti? Vous avez des réticences. Donc ça, je pense aussi que quelque part, le monde francophone ne prépare pas les jeunes depuis l'école à prendre ce genre de responsabilité. Je pense, à mon avis, que les gens ne sont pas préparés depuis l'école à prendre des responsabilités. Et donc, du coup, on finit par avoir les mêmes personnes au bout de 5-10 ans qui sont aux mêmes places. Et il n'y a pas de renouvellement. Ou bien vous avez des jeunes qui ont des postes, mais quand il faut maintenant prendre les responsabilités liées à ce poste, on ne les voit pas. Maintenant, pour rapidement parler de l'éthique dans la fonction politique, je peux aussi vous dire que là, ma première intervention parlait des moyens. Vous avez parfois des jeunes qui ont envie vraiment de faire la politique, mais qui ont énormément de difficultés. Et malheureusement, vous vous retrouvez, surtout en des périodes électorales, avec des jeunes qui utilisent peut-être les prodigalités des élections pour régler des problèmes qui sont parfois des problèmes existentiels, mais qui sont des problèmes qui sont aux antipodes de l'éthique du parti. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en ai connu. Moi, ça fait comme la 4e élection, j'ai connu 4 élections depuis 2012. Malheureusement, si j'ai eu des soucis d'éthique, c'est beaucoup plus là. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui est très important au niveau de l'éthique, c'est la transhumance politique. Mais je l'ai dit tout à l'heure,
on ne peut pas aborder le sujet que vous abordez en fonction de on est d'un parti au pouvoir ou on est d'un parti de l'opposition. Dans le parti de l'opposition, on demande quasiment du bénévolat à tous les jeunes. Et dans un parti qui est au pouvoir, qui a plus de ressources, il va s'en dire, ce bénévolat n'est pas obligatoire. Et donc, du coup, vous voyez des jeunes qui rentrent dans nos formations politiques. En début, qui sont chauds, et puis après, qui se rendent compte que peut-être d'autres jeunes qui sont rentrés dans les formations des partis au pouvoir sont mieux, ont une promotion sociale plus rapide. Et là, vous oubliez rapidement les tickets. C'est-à-dire que le jeune, il vous dit, bon, je vais aller voir là-bas si je suis. Et donc, ça, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, puisque c'est une question de survie. Vous avez des gens qui se sentent obligés à un certain moment de dire, pour ma survie, pour ma promotion, surtout, en tout cas, moi, je prends le Togo, beaucoup de jeunes s'engagent, par exemple, dans le parti au pouvoir en se disant, pour être en mesure de réussir au concours, pour être en mesure d'avoir une promotion au travail. Et ça parfois fausse le débat. Voilà. Donc, je pense que comme il y a beaucoup de questions, ou bien, bon, si je n'ai pas répondu à la façon dont la personne qui a posé la question, si ce n'est pas l'angle que j'ai abordé, ben, je serai toujours ravi de reprendre la parole. Ben, voilà les éléments que j'avais par rapport aux deux sujets qui m'ont été soumis. Merci, monsieur l'honorable Tama, pour les éclaircissements apportés. L'honorable Djemini, les mêmes questions, si vous pouvez également aborder. Oui, je vous remercie une fois de plus de m'avoir passé la parole. Je voudrais dire que les ressources en politique sont très simples. Déjà que ce n'est pas les ressources qui comptent a priori, c'est la détermination, c'est l'engagement de la personne, c'est l'envie de servir le peuple. Parce que ce qui est problématique est qu'on s'engage en politique, mais on n'a pas d'envie de servir le peuple. Et je voudrais réenchérir sur les propos de mon collègue de tout à l'heure qui a dit qu'en politique, il faut parler à 3% et réagir et à faire des actions à 97%. Et je souscris entièrement à cette thèse-là qui est la meilleure. Parce que ce que nous constatons davantage pour les hommes politiques, c'est qu'on peut parler à longueur de journée et on n'a pas d'action, on n'a pas de bilan. Donc, les jeunes peuvent facilement s'insérer en politique à travers leur franchise, à travers leur détermination et aussi à travers la capacité de mobilisation et de formation. Parce que le jeune ne doit pas venir pensant simplement qu'il vienne pour avoir des moyens en politique. C'est ça qui est dramatique. En politique, il faut venir sachant que tu viens enseigner la population, sachant que tu viens apporter une nouvelle vision à la population. Et lorsque tu essayes de faire autrement, immédiatement, vous êtes suivi. C'est vrai qu'il faut quelquefois avoir un peu de moyens pour faire de rassemblement, mais je réitère que lorsque vous aviez l'engagement, la détermination, et vous aviez une envie de faire, vous êtes pragmatique. Et chez nous, on dit souvent être sur le terrain. C'est-à-dire être sur le terrain, c'est celui-là qui est en contact avec la population. Il faut être à mesure de faire maison par maison pour partager un projet politique, pour discuter avec la population. Donc, sur ce, je vous remercie une fois de plus de m'avoir donné la parole et j'espère que je pourrai rester à la hauteur de vos attentes. Merci. Merci, honorable Djemini, pour vos réponses. À présent, il ne nous reste que 10 minutes et je voudrais inviter Madame Diallo à prendre la parole si elle a des conseils à formuler à l'endroit de la gente féminine, de la jeunesse africaine. Quels seraient ces conseils à l'endroit de cette catégorie bien distincte? Et après quoi, nous ferons un tour de table, peut-être en 1 minute chacun, pour pouvoir clôturer cette session riche en contenu.
Alors, merci de m'avoir donné la parole. S'il y a, en termes de conseils, quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est toujours de s'engager, de se former, d'oser. Il faut oser. Parce que comme j'aime le dire dans la politique, est une nécessité. Et comme j'aime le dire souvent, si l'audace est déterminante pour toute action, la persévérance est la touche finale pour l'atteinte de nos objectifs. Pourquoi je le dis? Il faut persévérer. Rien n'est chose facile dans ce monde. Ce n'est pas du tout facile, mais il faut oser, il faut prendre son destin en main, il faut s'engager et se mettre dans des partis politiques, pas comme des figurantes. Parce qu'en général, en Afrique, les femmes ne sont que figurantes dans les partis politiques. C'est juste pour de la mamaya, comme on aime le dire ici, c'est juste pour organiser des cérémonies, pour dire, ah, il y avait des femmes de temps, il y avait des femmes de temps. Non, il faudrait qu'il y ait un engagement réel des femmes. Et des jeunes femmes surtout, parce que nous posons mieux. Donc, il faut s'engager, il faut oser, il faut croire en soi, se former, relever le défi pour que cette Afrique soit... que nous soyons fiers de cette Afrique. Merci, merci, Madame Diallo. Ce que j'ai retenu, il faut être fier de cette Afrique. Il faudrait que nous soyons fiers de cette Afrique. À présent, nous allons donner la parole à nos panélistes pour peut-être instructions ou bien certains propos qu'ils aimeraient bien nous livrer avant peut-être de clôturer ce panel. Vous avez 1 minute chacun. Je commencerai par cher Francis. Alors, merci. C'était pour moi un honneur de participer à cet atelier. Juste pour conclure, préparer le futur, c'est éviter les cercles formés des adultes, leaders, experts. Assurer un futur, c'est intégrer dès aujourd'hui dans les sphères décisionnelles des différents États africains les principaux acteurs, à savoir les jeunes et les femmes. C'est pourquoi je suis pour une politique de quotas. 40% des hommes, 30% de femmes et 30% de jeunes. Et pour chuter, dire que nous devons revoir notre logiciel mental, nous qui appartenons aux États francophones. Il faut introduire depuis le lycée ou dans les universités, les grandes écoles, dans les facultés des lettres et des sciences humaines, une filière qui porte sur le leadership politique, une filière qui porte sur le leadership en général, une filière qui porte sur le leadership entrepreneurial. Il est important dans le cas du CPLA de faire des projections pour les 2-3 prochaines années. Il faut absolument créer des espaces de formation pour cette nouvelle élite africaine et que un séminaire de leadership politique soit organisé tous les 2 ans dans l'une des régions de l'Afrique. D'accord? On le fera de manière rotative. Ça fera qu'on aura des professionnels, on aura les hommes politiques et les universitaires qui viendront former pendant 5 ou 1 semaine les jeunes ou les candidats au leadership politique. Il est important de dire aux jeunes que la première bataille pour toute personne qui veut se lancer dans le leadership politique, c'est les convictions, l'engagement, mais surtout la vision. Merci. Merci, cher Francis. Honorable Tama, vous avez la parole pour votre mot de fin. Vous avez attendu le fin de l'atelier pour nous présenter une meilleure image de vous, monsieur le modérateur. Oh, allô, mon frère. Là, on vous voit mieux. Là, comment tu vas? Depuis le matin, j'ai compris que tu étais occupé. Bon, pour faire court aussi par rapport à la conclusion, moi, je pense que, comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas parler de leadership sans leader. Donc,
Les jeunes ont besoin de trouver des leaders dans la sphère politique et c'est ce que, dans la mesure du possible, nous essayons de faire. Ce n'est pas toujours évident. C'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai parlé aujourd'hui de l'attractivité de la politique. Si la politique n'est pas attrayante pour les jeunes, ils ne vont pas y rentrer. Donc, je crois que c'est très important. Il faut que les jeunes trouvent un intérêt à rentrer en politique. Ça peut être un intérêt matériel, ça peut être un intérêt existentiel, ça peut être un intérêt philosophique, mais il faut qu'il y ait un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, ça va pas aller. Maintenant, le troisième élément, je pense qu'il nous revient à nous, les aînés, de faire aussi une promotion des jeunes, peut-être en allant chercher des pépites, en essayant de trouver des jeunes qui ont de la valeur et en essayant de les faire monter. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir créer peut-être une nouvelle jeunesse africaine, industrielle, dynamique, mais qui aussi s'appuie sur l'expérience des anciens. Parce que, moi, je le dis, à 46 ans, je commence à me prendre de l'âge. Donc, pour moi, c'est les trois éléments. Il faut d'abord que le leadership existe, qu'il puisse inspirer, qu'il soit quelque chose, que les leaders soient des modèles. Il faut ensuite que la politique soit attractive. Et pour terminer, il faut faire une promotion des jeunes qui ont déjà du mérite, de la valeur et qu'il faut aider à percer. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Merci, honorable. Madame Diallo, je crois que la jeunesse a encore envie de vous écouter. Vous avez 1 minute. Madame Diallo, honorable Benjamini, vous pouvez prendre la parole. Je suis toujours disponible. Voilà, je voudrais dire en termes de propos de conclusion que je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion. Et, allô, vous me suivez? On vous suit. D'accord, je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion et je souhaite que de cette réflexion, que nous dégageons un problème que je suis en train de résoudre, c'est-à-dire celui de faire un parlement africain chargé des questions d'assurance et des banques dont l'Assemblée nationale camerounaise m'a fait l'honneur de présider. Et on a donné des recommandations qui est celle de mettre sur pied un groupe de réflexion des jeunes députés et des hommes pour l'Afrique chargés du développement de questions d'assurance. Donc, à la fin de cette émission, je vais directement solliciter les honorables députés de ce forum pour que nous puissions très rapidement mettre sur pied cela. J'étais au Gabon. Malheureusement, je n'avais pas connu mon collègue du Gabonais qui est là. Sinon, on aurait dû échanger très, très tranquillement. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée, le président de l'Association des assureurs. Et je dis que c'est de cette façon que nous devions avancer. Je remercie beaucoup ces plans et je dis à chaque fois que vous alliez avoir besoin de moi, je serai là et je donnerai tous les efforts possibles pour l'accompagnement de votre précieux projet. Merci honorable Njemini. Malheureusement, on m'a signalé que nous sommes arrivés à la fin de notre exposé, de notre atelier. J'aimerais remercier chacun de vous. Vous avez livré le contenu de ce que vous avez le plus cher pour nous en ce qui concerne le leadership politique en Afrique. Peut-être pour clôturer cet atelier, il faut retenir que les panélistes ont milité pour l'accès davantage plus important des jeunes à des instances décisionnelles, mais également dans le monde politique, en instaurant ce que nous appelons la politique des quotas. Et les panélistes ont également mis en avant la capacité à pouvoir influer sur le paradigme des changements des mentalités des jeunes afin qu'ils puissent s'engager dans la politique. D'autres ont mis l'accent sur le fait qu'il est important de trouver des leaders qui sont susceptibles de communiquer, de véhiculer quelque chose d'important, quelque chose de capital pour la jeunesse, afin de les attirer vers le monde politique. Et d'un autre point, il y a également la capacité que nous avons, nos institutions ont de faire la promotion des jeunes qui sont
normalement peut-être des jeunes qui sont assez compétents dans notre milieu. D'un autre côté, il est instauré un besoin important de pouvoir transcender en quelque sorte nos clivages et de mettre sur pied des institutions panafricaines, des institutions supranationales pour nous permettre d'aborder des thématiques spécifiques liées peut-être à nos différents pays. Et le dernier intervenant nous a fait savoir qu'il est disposé à créer ce réseau ou à mener à un autre niveau ce réseau des députés panafricains dans le domaine des assurances et des banques. Nous remercions chacun de vous et nous voulons dire que nous avons été suivis par plus de 400 000 personnes qui sont connectées sur nos différentes plateformes, trouvées avec des millions de personnes qui seront impactées par cet atelier que nous venons de tenir aujourd'hui. En ce qui me concerne, je vous remercie, je remercie le groupe, l'équipe de CIPLA de m'avoir choisi comme modérateur de cet atelier. Et merci beaucoup, au plaisir de vous revoir et rester connectés pour d'autres articulations de ce programme. Merci.